au service médical de l'INSEP, tous les sportifs viennent là-bas pour effectuer leurs soins. Moi, en ce qui me concerne, dans la mesure où je travaille au service médical, j'ai pas un sport en particulier. Je peux tout à fait voir un escrimeur, ensuite un boxeur, ensuite je sais pas, quelqu'un qui fait de l'athlétisme, mais enfin c'est très varié quoi, disons. Bienvenue sur Tout un sport. Record du monde, Michael Phelps qui est en train d'écrire l'histoire. Vous l'avez fait les garçons, vous êtes des géants. C'est la dernière mêlée, allez on touche. La libération est là. L'équipe de France est championne du monde. Et l'équipe de France championne olympique. Tommy Reiner. Oui, champion. Bienvenue sur Tout un sport, le podcast qui parle de tous les sports et de tout ce qui tourne autour du sport. Tout un sport, c'est un épisode sport chaque vendredi matin sur votre plateforme d'écoute préférée. Avant de démarrer l'épisode, je voudrais remercier SSM Academy, notre partenaire sur ce podcast. Il propose des formations pour accompagner les sportifs et sportifs de haut niveau à développer leur image. Pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, pour vivre le sport chaque jour. Allez, place à l'épisode, bonne écoute à vous. Donc aujourd'hui, j'ai de la chance d'être reçu à l'école de kinésithérapie de Paris. Je l'ai bien dit, j'ai pas bafoué. Et je suis avec Agathe Brun. Bonjour Agathe. Bonjour. Donc Agathe me fait le plaisir de me recevoir. Agathe est kinésithérapeute. Elle nous expliquera toutes les autres parties. Je veux pas rentrer dans le détail maintenant, mais elle a accepté de venir sur le podcast Tout un sport, tout simplement parce qu'elle est kinésithérapeute et elle intervient auprès de sportifs, ce qui n'est pas toujours le cas de tous les kinés, mais bon, il y a une partie quand même de l'activité qui est en lien avec le sport pour certains. Et donc, avant de démarrer, avant de rentrer dans le vif du sujet, d'expliquer tous ces points sur les soins que peuvent faire les kinés, on va démarrer par le classique portrait chinois. Donc, Agathe, si je te dis un lieu, quel est le premier qui te vient à l'esprit ? Je dirais Paris dans son ensemble, parce que c'est là que je suis née, c'est là que j'ai grandi, c'est là que j'ai fait mes études, c'est aussi là que je travaille maintenant. Et donc d'un point de vue sportif, c'est aussi quelque chose qui me représente bien parce que c'est là où j'ai eu toujours les clubs dans lesquels j'ai pu jouer. Et puis c'est aussi la future ville des Jeux Olympiques. Donc tu as raison. Je pense que ça résume pas mal. Ok, ça résume un peu l'énergie qu'il y a autour de tout ça. Exactement. Si je te parle d'un plaisir gourmand, il serait plutôt sucré ou plutôt salé ? Moi, je suis plutôt sucrée. Ouais. Je suis plutôt sucrée et je dirais plutôt la tarte tatin. D'accord. J'ai du mal à me retenir de la prendre quand je la vois à une carte au restaurant. Donc, okay. Donc je dirais sucré et tarte tatin pour moi. D'accord, ok. Si je te parle d'une passion ou d'un passe-temps, et ça peut être une passion et un passe-temps, il peut y avoir deux choses différentes. J'ai la chance d'avoir un métier qui, entre autres, est ma passion. Donc ça, c'est cool. C'est plutôt sympa, ouais. Mais au-delà de ça, j'aime beaucoup les voyages. Donc je dirais que ma grande passion, c'est de voyager et de découvrir plein de choses au travers le monde. Et s'il y a un voyage que tu as fait qui, là, tout de suite, comme ça, boum, te vient à l'esprit ? Les Philippines. Ah, ok. Forcément. Et pour terminer ce portrait chinois, si je te parle d'une personne ou une personnalité qui t'inspire ou que tu admires, et il peut y en avoir plusieurs, hein, ça peut être effectivement des personnes aussi de ton entourage. Il n'y a pas besoin que ça soit une personnalité, forcément. Je dirais d'une manière assez personnelle ma grand-mère, parce que je suis un peu ses pas en réalité au travers aussi bien de son activité qui était aussi dans le médical, à la fois sportive et qui a aussi beaucoup voyagé à son époque, et ce qui n'était pas forcément très courant à ce moment-là. Donc je dirais ma grand-mère, ouais. Ok, super, top. Avant de démarrer, de parler de ce que tu fais comme activité, de rentrer dans le détail et de vulgariser aussi un petit peu certaines choses, parce qu'on a l'impression de connaître ton activité, mais pour moi ça me paraît pas si clair que ça. Avant ça, comme on est dans le podcast Tout un sport, si je devais te demander ton premier souvenir sport, lequel te viendrait à l'esprit comme ça ? Mon premier souvenir sport, c'est un match de basket, parce que j'ai joué longtemps au basket, et c'est un match de finale de championnat de France. On était en Final Four à l'époque, j'étais en cadette à l'époque, et c'était des très bons souvenirs sur le parquet au basket. Ok, d'accord. Ouais. Et si je te demande justement donc le lien que tu as avec le sport, est-ce que tu as été pratiquante et ça vient de la famille ou autre ? Est-ce que
que tu as été mis au sport parce que tes parents voulaient que tu bouges? Enfin, c'est quoi ton lien avec le sport? Moi, j'ai toujours été très sportive. J'ai toujours été très curieuse d'essayer des nouveaux sports quand j'en avais l'occasion et l'opportunité. J'ai pratiqué beaucoup le tennis de table et le basket. Puis je suis rentrée en centre de formation en basket à l'âge de 13 ans, je crois. Et en fait, il m'est arrivé d'avoir des blessures suite à les différentes saisons qui se sont enchaînées. Et c'est à ce moment-là où il était question de savoir un peu ce que j'allais faire de mes études supérieures. Et donc, c'est assez logiquement que je me suis projetée en tant que kiné. Pour moi-même, avoir fait aussi beaucoup de séances de kiné en tant que patiente et en tant que joueuse. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai fini par essayer de rentrer dans un cursus de kinésithérapie. Ok. Et justement, par rapport à ce cursus, on va en parler juste après. Mais avant ça, avant de parler de ce parcours, je pense que c'est bien d'éclairer, et c'est un peu ce que je fais quand je reçois des personnes sur des sports un peu moins connus ou autres. Avant de rentrer dans le détail, j'aime bien faire un petit éclairage. Si tu devais nous dire ce que fait le kinésithérapeute et puis peut-être dire ce qu'il ne fait pas, ou en tout cas d'expliquer un petit peu quel est ce métier, parce qu'il semble être connu, mais des fois quand on pose des questions, on se rend compte que c'est pas si clair que ça pour les gens. Un kinésithérapeute, c'est avant tout un professionnel de santé qui soigne par le mouvement. C'est-à-dire qu'il va être capable d'analyser une problématique pour y répondre. Et pour ce faire, il va réaliser un examen clinique assez poussé et ensuite proposer soit des exercices, soit des manœuvres plus manuelles, disons, pour résoudre une problématique, une lésion, qu'elle soit musculaire, articulaire, ou ce genre de... Ça peut être des pathologies musculo-squelettiques, ce qu'on appelle. Moi, dans mon secteur, c'est surtout ça que je prends en charge, mais ça peut être aussi de l'ordre de la pédiatrie, de la kinésithérapie respiratoire, de la cardiologie, de la neurologie, etc. Un professionnel de santé qui va réussir avec une certaine temporalité à résoudre certaines lésions, quoi. D'accord, par des exercices, comme tu disais, qui font en sorte de mettre en mouvement la personne, et ça peut être par les soins du kiné qui les met en mouvement, ou ça peut être par des exercices que tu lui fais pratiquer, c'est ça? Exactement. D'accord. Et l'idée, c'est d'essayer d'adapter la prise en charge en fonction de chaque patient pour progressivement réussir à progresser et à évoluer avec un objectif qui est précis et un objectif qui est en accord avec le patient. D'accord. Et dans l'idée, avant de rentrer sur ton parcours, on a beaucoup de sportifs qui sont accompagnés par des kinés, et c'est ce que tu fais aussi. Là, dans ces cas-là, vous intervenez des fois après la blessure, en rééducation, et vous intervenez aussi en prévention. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu qu'est-ce que fait le kiné en prévention, entre guillemets, quel type de quelques exemples, et en rééducation, comment il travaille avec le patient? En prévention, on aura tendance à réaliser certains tests, par exemple, pour voir s'il y a un risque éventuellement d'une certaine lésion ou d'une blessure. Et puis, en fonction des sports, on sait aussi qu'il y a des tendances. Et donc, du coup, en prévention, souvent, on va travailler là-dessus. Et donc, la prévention, ça peut être de différents types, soit de travailler la mobilité pour être sûr qu'une articulation a des secteurs articulaires qui sont corrects et favorables à l'activité en question. Ça peut être du renforcement musculaire, ça peut être travailler l'équilibre, les notions de proprioception, etc. Le risque zéro n'existe pas, donc on peut très bien faire un travail de prévention et finalement avoir une blessure au cours de la saison. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'essayer de réduire le risque de blessure, et c'est comme ça qu'on essaye de travailler. Ensuite, en rééducation à proprement parler, là, c'est dans un cas où il y a une blessure, et l'idée, c'est de plus rapidement possible réussir à remettre sur pied l'athlète ou le patient pour qu'il puisse retourner faire ses activités ou son sport, dans le cas d'un sportif de haut niveau, le plus rapidement possible, faire en sorte qu'il puisse retrouver le terrain, la piste, la piscine, un peu
En fonction de tout cas, ces compétitions, quoi. Et l'idée, c'est que dans cette rééducation, l'objectif, il est de... Enfin, dis-moi si je me trompe, hein, mais l'objectif, il est de doucement, un peu comme si on était sur des doses homéopathiques, petit à petit, commencer à faire retravailler le muscle pour faire en sorte, après, de l'amener vers sa rééducation totale, c'est ça ? C'est ça. On parle de remise en charge progressive. Donc, il faut quantifier un peu cette remise en charge, justement, en l'adaptant à plein de situations, que ce soit un tissu qui est lésé, et donc du coup il faut respecter un certain délai de cicatrisation, etc. Mais aussi à plein d'autres facteurs comme la fatigue, comme tout ce qui peut arriver en parallèle de la rééducation à proprement parler, qui peut avoir un impact sur l'homéostasie du patient. Ouais. Ok. Donc, on a éclairé un petit peu plus ce qu'est le rôle du kiné. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours quand, après le bac, tu as décidé est-ce que tu as décidé d'ailleurs de partir tout de suite vers des études de kiné, et qu'est-ce qu'il faut pour devenir kiné ? Est-ce qu'il faut faire médecine avant, etc. Enfin, en tout cas, parle-nous de ton parcours à toi, pour qu'on sache petit à petit comment t'en es arrivé aujourd'hui à être, parce qu'il faut le dire, enseignante, à avoir ton propre cabinet, à intervenir à l'INSEP. Enfin bref, beaucoup de belles activités autour de toi. Donc, dis-nous un petit peu comment t'en es arrivé là. Déjà, pour accéder aux études de kiné, ça a changé depuis les années où j'ai fait moi-même mes études. Ouais. À l'époque, il y avait un concours qui était directement relié aux écoles de kiné, et donc du coup on pouvait vraiment directement, on appelait ça faire une prépa kiné qui nous permettait d'entrer en école. Donc directement après le bac, tu faisais cette prépa ? Il y avait une prépa, et suite à la prépa, il y avait des concours à passer avec un numerus clausus, etc. D'accord. Et en fonction du classement, si on était suffisamment bien classé, on pouvait accéder à l'école en question. Moi, c'est sous cette forme que j'ai pu accéder aux études de kiné. Je crois que maintenant, j'en suis même sûre, il faut forcément avoir fait une année universitaire avant de pouvoir prétendre à entrer en école kiné. L'universitaire, elle se fait soit sous forme de passe, c'est-à-dire c'est la première année d'études de santé. D'accord. Donc, ce qui est en lien avec l'entrée en deuxième année de médecine, ou tout ce qui est encore pharmacie, enfin les études de pharmacie, les études pour être en dentaire, en sage-femme, je crois. En tout cas, donc c'est une année d'études commune. Ouais. Et donc on peut passer soit par ce biais-là pour ensuite entrer en école de kiné, soit il y a une filière via la formation STAPS. D'accord, oui. Donc en fait, je sais pas exactement comment est leur sélection, mais en tout cas, il y a une solution pour entrer via la filière STAPS en école de kiné. Et je pense qu'il y a aussi une passerelle sur tout ce qui est licence de biologie. Okay, donc oui. Ça dépend des facultés, etc. Je maîtrise pas les détails, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que maintenant, il faut absolument avoir fait au moins une année universitaire pour pouvoir entrer en école de kiné. Ok, donc toi, tu fais la prépa, tu rentres en école de kiné. Ouais. Est-ce que dans ta tête, il y a déjà une volonté d'accompagner le sportif, où tu te dis, je vais faire kiné et je verrai bien où mon métier m'amène ? Non, moi, je savais dès le début que je voulais travailler dans le sport et donc être kiné du sport, parce que j'étais en centre de formation à l'époque au Racing Club de France en basket, que j'avais... En fait, à l'époque, j'étais vraiment focalisée sur ma pratique du basket. Je savais qu'il allait falloir que je continue mes études et donc, du coup, trouver une voie, disons. Et il se trouve que comme j'avais pratiqué beaucoup, j'avais beaucoup fait de séances de kiné à cause de différentes blessures, notamment une fracture à la cheville. Et j'avais vu que le kiné dans l'équipe, qui était très sympa à l'époque, qui s'appelait Lionel, m'avait pris en charge, etc. Et je me suis dit que c'était un bon moyen d'allier à la fois une activité professionnelle et rester dans le sport. Donc j'ai eu ça en tête assez tôt. Durant le lycée, je pense que j'étais en seconde à ce moment-là. Et puis je suis restée sur cette idée-là. Et donc, puis je suis allée au bout, quoi.
D'accord. Et donc, quand tu rentres en école de kiné, est-ce que rapidement, il y a des stages à effectuer? Comment ça se passe? Est-ce que c'est des études qui sont pratiques vu que vous êtes sur de la manipulation ou de la gestuelle et autres, et puis une grande maîtrise du corps humain? Est-ce qu'il y a des stages qui sont à faire? Et si oui, ça a été des stages qui t'ont confirmé ce que tu voulais faire, qui t'ont permis d'en découvrir plus? Alors, il y a une partie des études qui est théorique et qui se fait sous forme de cours magistral, enfin de cours magistraux du coup. Ensuite, il y a une autre partie des études qui se fait sous forme de travaux pratiques, où là, en effet, on s'entraîne sous forme de binôme à faire des manipulations, des mobilisations, etc. Et puis après, il y a une autre partie qui sont les stages. Et les stages, on en fait en milieu hospitalier, en milieu en libéral. Et puis l'école fait attention à faire en sorte que on varie un peu les différents services pour pas toujours être... moi, par exemple, en tant qu'élève, j'ai quasiment fait aucun stage en traumatologie du sport, par exemple. D'accord. Et je regrette pas du tout maintenant parce que j'ai eu la chance et j'ai eu l'opportunité pendant mes stages d'aller en service de réanimation, d'aller en service de médecine interne, etc. Des endroits où finalement j'ai plus du tout l'occasion de travailler dans ces secteurs-là. Donc je regrette pas du tout d'avoir pu au moins voir ce que ça représente. Même si à l'heure actuelle, c'est pas du tout dans mon quotidien, quoi. Ouais, mais ça t'a ouvert une culture, une forme de culture à tout ce qui tourne autour de la médecine. Exactement. Okay. Et donc, une fois que tu termines tes études, comment ça se passe pour un kiné? Il s'installe auprès d'un autre titulaire. Enfin, c'est quelque chose aussi pareil qui doit pas être connu par beaucoup de gens. Donc, si tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as fonctionné toi. Est-ce que tu es rentré dans un cabinet existant? Tu as tout de suite créé ton cabinet? Alors classiquement, en sortie d'école, on a différentes solutions pour exercer. Soit on travaille du coup en tant que salarié, soit dans un hôpital ou un centre de rééducation par exemple. Soit on travaille en tant que libéral, donc dans un cabinet. Et en sortie d'école, il faut quand même entre guillemets, se faire un peu la main. Et puis mine de rien, un cabinet, ça s'organise, enfin ça se fait pas du jour au lendemain. Donc souvent, à ce moment-là, si on travaille en libéral, on fait souvent ce qu'on appelle des contrats d'assistanat, d'assistanat ou de collaboration. Ouais. Enfin, on parle d'assistant collaborateur. Et donc à ce moment-là, ça permet vraiment d'aller dans un cabinet, de poser ses valises et de travailler tout de suite, sans avoir une patientèle à créer, ni d'avoir un cabinet à ouvrir. Le cabinet est déjà ouvert, donc on peut profiter de la patientèle qui est déjà préexistante, etc. Et par contre, on a une rétrocession à verser au titulaire du cabinet, qui lui participe aux charges et à la gestion de l'ensemble, quoi. Ouais, ok, c'est un peu comme si tu avais un associé, tu es avocat, et dans ces cas-là, dans ce genre de cas, tu reverses une quote-part. Exactement, c'est le même principe. Ok, d'accord. Donc il y a soit ça, soit on peut éventuellement faire des remplacements pour aller dans différents cabinets, voir comment ça se passe à droite à gauche. Et voilà. Puis après, avec le temps, soit on peut s'associer dans un cabinet ou complètement créer quelque chose. Et c'est ce que toi, tu as fait au bout de combien de temps tu as créé ton cabinet? Au bout de 2 ans. Au bout de 2 ans, d'accord. Et c'est rapide, c'est par rapport au rythme normal? C'est difficile à dire, c'est relativement rapide, je pense, mais en sortant de l'école, je savais déjà avec qui je ferais potentiellement le cabinet le jour où je déciderais d'en ouvrir un. D'accord. Et ça s'est fait assez naturellement avec mon associé, qui est toujours mon associé actuellement. On s'est dit, là, ça y est, on est prêt à ouvrir notre structure. Et donc, un dimanche matin, on a pris un brunch et on s'est dit, allez... On commence les recherches. Et ça, c'était en 2015. J'ai été diplômée en 2013. Et donc, 2 ans plus tard, 2 ans et demi plus tard, on a ouvert notre cabinet à Paris. Ouais. D'accord. Et tes premiers grands moments autour de sportifs, ils se sont passés à quel moment? Parce que j'imagine qu'au début, tu as des sportifs de tous les niveaux, et puis au fur et à mesure que tu progresses dans ta pratique, tu commences à avoir des contacts avec des clubs, avec des sportifs peut-être d'un plus haut niveau, ou en tout cas d'une pratique plus régulière. À quel moment ça s'est passé? C'est quoi le virage? Est-ce qu'il y a un virage à un moment? En fait, quand j'ai ouvert mon cabinet, en parallèle, je jouais encore au basket. D'accord. Et donc, du coup, j'avais pas mal de mes coéquipières qui venaient au cabinet pour certains soins. Et donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai fait mes
ma première expérience dans le milieu du sport, c'est via finalement des coéquipières et le bouche à oreille que tout ça a engendré, quoi. Et puis après, ça s'est fait progressivement, mais après, je dis pas qu'au cabinet, il y a que des sportifs de haut niveau, loin de là, c'est un cabinet de ville. Mais par contre, il y a beaucoup de gens qui viennent qui sont à minima sportifs du dimanche, quoi. D'accord. Ça veut dire que, je sais pas, ils vont courir, ils font de l'escalade, ils font des choses de personnes, disons, jeunes, dynamiques. Ok. Voilà. Et c'est, c'est mon recul par rapport à ce métier, mais j'ai l'impression que c'est encore je vais pas dire un rare métier, mais c'est encore un métier qui fonctionne énormément par le bouche à oreille. Et peut-être que je me trompe, hein, mais en tout cas, tu viens de le dire, et j'ai des personnes autour de moi, pareil, qui me confirment un peu ça, et je trouve qu'il y a cette, par rapport au kiné, après il y a d'autres métiers peut-être un peu moins dans la médecine, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça marche encore pas mal sur le bouche à oreille. Le bouche à oreille fonctionne très bien, oui, en effet. Après, maintenant, il y a la solution de Doctolib, par exemple, qui aide beaucoup et mine de rien, qui permet aux gens de savoir où est-ce qu'il y a un cabinet. Et donc, s'ils veulent vraiment aller au plus proche, ils ont la possibilité assez rapidement de le savoir et de prendre rendez-vous en 2 clics, quoi. Ouais. Donc, depuis qu'il y a Doctolib, le bouche à oreille est un peu moins dynamique, mais ça n'empêche que ça reste dans l'ensemble quand même beaucoup avec cette solution-là qu'on a nos patients. Et donc, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'on a un peu une patientèle, entre guillemets, qui nous ressemble, quoi. Ouais. Ça veut dire que les patients qu'on a eu en soins, avec lesquels ça s'est bien passé, ils vont parler de vous. Et donc, du coup, ces gens-là auront tendance à être un peu plus dans la même dynamique. Et alors que si ça s'est, par malheur, pas très bien passé, ils vont pas vous recommander auprès de leurs proches. Et donc, du coup, on finit par avoir une patientèle qui a tendance à nous ressembler un peu, je pense. Ouais, ok. Et dans l'idée, quand tu es kiné et que tu as ton patient, ma question, elle est... On travaille sur le corps, mais est-ce que tu as, toi, une pratique, et ça dépend de chaque professionnel, mais toi, justement, est-ce que tu as une pratique aussi où tu es à l'écoute du patient? Quand je dis à l'écoute, il y en a qui soignent et qui ne parlent pas du tout. Moi, j'ai connu, je prends mon cas très perso, un ostéo, il te manipulait, machin, t'avais fini la séance, on avait échangé 3 mots. Ça fait mal là? Ouais. Et j'ai aujourd'hui une autre ostéo, elle fait 10 minutes d'entretien avant. Et pendant, elle parle, et quand on revient, elle rediscute. Donc, il y a vraiment une volonté. Et ça, toi, est-ce que c'est un mode de fonctionnement? Est-ce que tu le constates aussi que le sportif, par exemple, il a besoin de plus parler, ou est-ce que c'est pas dans ta pratique? Ah, bien sûr. Moi, je parle avec mon patient, mais qu'il soit sportif ou pas. Hein. Ouais, bien sûr. Je pense que ça fait partie des bases, dans le sens où, dans un premier temps, déjà, il faut comprendre la problématique du patient, être sûr qu'on est vraiment sur entre guillemets, la même longueur d'onde. Ça veut dire que j'ai bien compris la problématique et pour y répondre, on va être 2 et on est tous les 2 dans le même bateau, et il va falloir avancer ensemble. Donc si jamais dès le début le patient il n'est pas en accord avec ce que moi j'ai à lui proposer, ou inversement j'ai pas bien compris la problématique, à terme l'objectif sera probablement pas atteint ou pas de la bonne manière. Donc je pense que dans un premier temps, vraiment la discussion doit être vraiment détaillée, et j'ai tendance en tout cas à le faire, et à en permanence rester sur cette démarche-là. Ouais. Après, est-ce que ça change d'un sportif à un patient plus sédentaire? Honnêtement, je pense pas. Moi, j'ai tendance à faire en sorte d'autonomiser au maximum les gens, c'est-à-dire à leur montrer que eux-mêmes, tout seuls, sans moi ni n'importe quel autre professionnel de santé, finalement, ils ont quand même des outils qui font qu'ils peuvent être à minima autonomes, ou si ça veut dire que le fait de se soigner, ça va pas tomber du ciel, et ça va pas être les mains d'un kiné ou les mains d'un ostéo ou n'importe quel professionnel de santé du jour au lendemain qui va faire que tout est guéri, quoi. Donc je pense que le patient il a une part à jouer aussi, et il faut qu'il s'en rende compte, et il faut qu'avec toutes ces données-là, on aille de l'avant. Et puis je pense que c'est tout aussi intéressant, parce que si jamais, par exemple, il y a une récidive à un moment donné, je sais pas, quelqu'un qui vient parce qu'il a un problème de dos, peut-être que si 2 ans plus tard, il a encore le dos qui le tiraille un peu, il va peut-être se souvenir de quelques exercices, etc. Et si
je sais pas pourquoi, mais il peut pas avoir un rendez-vous dans la minute et il se dit sans ma séance de kiné, ou sans ma séance d'ostéo, ou sans ma séance de je sais pas quoi, et il y a rien qui va aller, alors ça va être un problème. Alors que s'il a déjà quelques outils pour s'en sortir, en tout cas provisoirement, et diminuer au moins un peu la douleur, je pense que déjà c'est rassurant, et puis de se sentir un peu acteur de sa prise en charge, je pense que ça fait partie vraiment des choses hyper importantes, quoi. Ok. Donc ton activité progresse, continue à avancer. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu vas jusqu'à te retrouver? Alors j'ai vu et peut-être, et tu me diras si c'est pas le cas, mais j'ai vu que tu étais aussi membre de la clinique du coureur au Québec. Donc ça veut dire qu'on a peut-être une connaissance en commun, Mathieu Blanchard. Voilà, donc que j'ai reçu sur le podcast Allez Vas-y, et qui maintenant a basculé comme tous les sportifs qui ont été sur Allez Vas-y ont basculé sur Tout un sport. Mais qu'est-ce qui t'a amené à te retrouver à un moment donné? C'est ce plaisir du voyage qui fait qu'à un moment tu réponds à une demande particulière? En fait, aussi bien moi, mes collègues également, on a vraiment envie de toujours dans une dynamique d'apprendre et de progresser. On réalise des formations de manière assez régulière, disons. Et donc moi, en sortie d'école, j'ai commencé la première formation que j'ai faite, c'est le DU, c'est un diplôme interuniversitaire de spécialisation en kinésithérapie du sport. Donc c'était un diplôme que j'ai fait à l'INSEP en 2013-2014, pendant un peu plus d'1 an. Et puis après, j'ai continué à faire plein de formations sur divers sujets. Et comme moi, je suis très orientée vers le sport, la clinique du coureur, ça fait partie des formations un peu, je pense, qui sont à faire dans ce secteur-là. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait cette formation avec mes collègues. Et on a pas mal accroché, etc. Et il se trouve que la fin de ce cursus-là, c'est au Canada. Et donc, on est allés tous les trois, parce avec mes 3 collègues au Canada, pour se former et finir le cursus de la clinique du coureur. Donc, et c'est là-bas que Mathieu travaille. Effectivement. Ouais. Donc ouais, c'était hyper intéressant, et on est encore en contact avec pas mal de personnes de la clinique, que ce soit au Canada ou ceux qui représentent la clinique en France. Ok, bon, je remettrai dans les liens, dans les notes, je mettrai le lien vers l'épisode de Mathieu Blanchard pour ceux qui veulent écouter, puisqu'il parle justement de cette clinique du coureur, puisqu'au moment où je l'ai interviewé, si je me trompe pas, il faisait un test de jeûner pendant 5 jours ou 6 jours, et pour voir comment le corps se régénérait par lui-même, etc. Enfin bref, voilà, des trucs, il y a que les sportifs de haut niveau qui peuvent faire ça, et bien sûr quand ils sont suivis, hein, je tiens à le préciser, faites-le pas tout seul de votre côté. Et j'ai vu également que, on en a parlé, on en a parlé, tu es arrivé à l'INSEP en 2020. Qu'est-ce qui fait que tu as commencé à intervenir à l'INSEP ? Je sais plus en quelle année j'ai commencé à travailler à l'INSEP. C'était sur ton LinkedIn. Alors moi, je me permets, hein, tu vois, je fouille, je farfouille pour préparer mes interviews. Donc après, c'est peut-être pas en 2020, mais peu importe. En tout cas, aujourd'hui, tu interviens auprès de l'INSEP. Qu'est-ce qui fait que quand on est une kiné, on est repéré pour intervenir à l'INSEP ? C'est une demande de ta part ? En réalité, je ne sais plus très exactement comment ça s'est passé, mais c'est surtout via du bouche à oreille. Et puis, dans la mesure où j'avais fait le DU là-bas, en kinésithérapie du sport, c'est une structure que je connaissais déjà. Et donc, du coup, c'est vrai que c'était peut-être un peu plus simple d'accès. D'accord. Et le fait de se retrouver à l'INSEP, qui est, alors peut-être que c'est ma vision à moi qui est un peu marquée là-dessus, mais qui est quand même le lieu où on développe les sportifs de haut niveau aujourd'hui en France. Le fait de se retrouver là quand on est kiné, qui avait la vocation d'être kiné du sport et passionné de sport, forcément on se retrouve à côtoyer les futurs sportifs de haut niveau. Qu'est-ce que ça change dans le métier ? Qu'est-ce que ça change dans l'approche ? Qu'est-ce que ça change ? Ça permet ça permet d'accéder à toute une sphère souvent on se l'imagine, etc. Et on a du mal à concevoir vraiment comment se passe leur quotidien, comment ils s'entraînent, qu'est-ce qu'ils font en dehors de leurs entraînements, comment
comment tout simplement ils gèrent à la fois leur double projet, parce qu'à l'INSEP, ils ont tous un double projet, ça fait partie des bases là-bas, c'est-à-dire que soit ils sont encore en train de faire leurs études, soit pour certains, ils travaillent aussi en parallèle de leurs entraînements et de leur emploi du temps qui est très chargé. Donc, on se rend compte vraiment d'un planning d'un sportif de haut niveau. Et c'est vrai que l'INSEP, c'est vraiment une enclave un peu en France où vraiment ils sont isolés dans leur bois de Vincennes. Et, dans la Pampa. C'est vrai que pour y accéder, c'est la Pampa, on est d'accord. Et du coup, je pense qu'il y a peu, voire pas, d'autres lieux en France où il y a des infrastructures comme ça, où ils sont vraiment, les sportifs sont vraiment encadrés et tout est fait pour eux. Et c'est vrai que c'est un atout incroyable de pouvoir avoir... pouvoir s'entraîner dans ces conditions-là, quoi. Et tu interviens auprès des sportifs là à l'INSEP sur quel type de problématique? Il y a une problématique particulière, puisque je suppose qu'il doit des kinés qui interviennent à l'INSEP, il doit quand même y en avoir quelques-uns. Est-ce que vous vous répartissez? Est-ce que c'est en fonction des types de sports? C'est en fonction de vos spécialités? Est-ce que justement, on n'en a pas parlé, mais est-ce que tu as une spécialité? En fait, il y a le service médical de l'INSEP où il y a des kinés qui exercent là-bas. Donc moi, c'est là que j'exerce à l'INSEP, où on n'a pas un pôle particulièrement à charge, c'est-à-dire que au service médical de l'INSEP, tous les sportifs viennent là-bas pour effectuer leurs soins. Et ensuite, dans chaque pôle, de manière indépendante, il peut y avoir aussi des kinés qui interviennent. D'accord. Donc, dans ces cas-là, les kinés de chaque pôle sont spécifiques au sport en question, par exemple. D'accord. Donc, Okay. donc moi, en ce qui me concerne, dans la mesure où je travaille au service médical, j'ai pas un sport en particulier, et c'est aussi ça qui est sympathique, c'est parce que je peux tout à fait voir un escrimeur, ensuite un boxeur, ensuite je sais pas, quelqu'un qui fait de l'athlétisme, mais enfin c'est très varié, quoi, disons. Okay. Donc ça fait partie un peu des spécificités du service médical. Et tu parlais de l'autonomie justement tout à l'heure du sportif, de tes clients qui viennent chez toi à ton cabinet. Pour avoir vu la petite série de France 2 qui s'appelle Champion, je pense. Ouais, parce que mes garçons, sinon si je dis un mauvais nom, ils vont me reprendre quand ils écouteront le podcast. Et je voyais qu'il y avait... à un moment, une kiné qui était avec, je pense c'était avec Sacha Zoya, Anne-Sophie Muller. Voilà, qui lui faisait un petit peu... qui lui faisait un petit peu des remontrances, et je trouve que ça vient en lumière avec ce que tu disais par rapport à l'autonomie. C'est qu'elle disait on peut te soigner, on peut te faire plein de trucs, si toi derrière tu mets pas du tien et tu fais pas les exercices. Et il y avait lui, et puis je pense qu'il y avait une gymnaste aussi, quand elle lui posait la question, t'as fait tes exercices? Non. Donc il y a a priori aussi ce côté un peu à l'INSEP, comme c'est beaucoup de jeunes, d'éducateurs, c'est un peu ce qui, en tout cas de conseiller un peu, en plus de faire les soins. Dans tous les cas, on travaille tous en équipe, et aussi bien avec les athlètes qu'avec les entraîneurs, etc., pour essayer vraiment d'être le plus performant possible. En fait, c'est surtout ça qu'on cherche, d'être performant et d'être apte sans blessure, etc. Donc, d'une manière générale, on aura toujours tendance à essayer d'expliquer les choses et de faire en sorte que l'athlète réponde bien à la vision globale de l'équipe, quoi. Donc s'il a une lésion et qu'il fait pas ses exercices, à un moment donné, il va falloir lui dire, ou en tout cas le responsabiliser un peu en lui disant, ça va pas tomber du ciel. Et donc, mais d'une manière générale, c'est quelque chose, comme on le répète, ça finit par rentrer, et ils s'en rendent bien compte de toute manière, et c'est eux les premiers frustrés quand ils peuvent pas participer à une compétition parce qu'ils sont blessés ou pas suffisamment préparés. Donc très honnêtement, ils ont tendance quand même à être conscients de ça et faire attention. Donc c'est aussi agréable de travailler avec des athlètes qui vont dans ce sens, quoi. Ok. Parce qu'on avance doucement dans le timing du podcast, et on va respecter les horaires sur lesquels on s'est engagé. Tu interviens aussi auprès de la Fédération française,
qui s'appelle la FFESSM, donc la Fédération Française de l'étude et du sport sous-marin. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais avec eux, parce qu'a priori, en plus, tu les accompagnes dans de la victoire, parce que j'ai vu sur LinkedIn qu'il y avait un vrai beau palmarès ces derniers temps. Explique-nous un petit peu ce que tu fais avec eux et comment tu interviens auprès d'eux. Donc la FFESSM, c'est la Fédération Française d'études des sports sous-marins, donc c'est tout ce qui va être la nage avec palme, l'apnée, la plongée, ce genre de discipline. Moi, je suis kiné des équipes de France de nage avec palme, donc j'encadre à la fois les équipes seniors et juniors. Je travaille avec eux, j'essaye de travailler au long cours avec eux, donc pendant la saison, même si tous les nageurs ne nagent pas à Paris, voire en tout cas ceux qui sont en équipe de France. Donc il y a 2 pôles France qui existent. Il y en a un qui est à Aix-en-Provence et l'autre à Rennes. D'accord. Et puis après, il y a d'autres clubs qu'on peut appeler des clubs élites, où il y a des sportifs de haut niveau dans ces clubs-là un peu partout en France. Donc géographiquement, on est un peu dispersés, disons, en France, mais j'essaie de me tenir au courant au mieux des différents pépins qu'il peut y avoir ou répondre aux problématiques quand justement il y en a qui ont des questions pour essayer d'améliorer au mieux la prévention en tout cas. Ça m'arrive ensuite pendant la saison de participer à des stages où là justement on fait en fonction de l'échéance dans le calendrier, soit on fait un travail de prévention, soit on essaye de réparer des bobos qui se sont manifestés au cours de la saison. Et puis après, à partir du mois à peu près de juin, c'est là où il y a les compétitions internationales. Et donc, je les accompagne sur les compétitions internationales, que ce soit les championnats d'Europe, championnats du monde, où là, c'est plus une action d'optimiser la récupération et la performance pour ces compétitions-là, quoi. Ouais, ce que j'allais dire, c'est souvent ce qu'on voit dans les compétitions, c'est l'après-compétition, c'est au moment de la compétition d'être là pour le petit geste ou autre, ou enfin voilà, être là pour aider le sportif à penser, puisque lui il est concentré dans sa mission. Vous êtes là pour les accompagner, pour être le plus performant possible. C'est ça. Mais après, idéalement, c'est de se connaître en amont, quoi. Ça veut dire que si tout au long de la saison, on a été en contact, etc., et puis on connaît un peu les problématiques de tel ou tel nageur, au moment où il y aura besoin de quelque chose, etc., on ira beaucoup plus rapidement à l'essentiel parce qu'on connaîtra un peu les différentes pathologies qu'il a pu avoir pendant l'année, quand est-ce qu'il a eu des coups de mou et pourquoi, et donc être d'autant plus efficace, quoi. Donc c'est un travail au long cours finalement. Et quand tu as une médaille, comment toi tu le vis ? Parce que c'est vrai que c'est une question qu'on se pose jamais, parce que souvent, et c'est vrai que, moi pour avoir, tu as parlé de basket, je suis ultra fan de basket, donc c'est vrai que quand on voit, quand ils gagnent une médaille, quand ils gagnent une médaille d'argent et tout, on voit le staff derrière qui vient, ils sont sur le podium. On voit les joueurs qui font la gueule des fois parce que la médaille d'argent c'est pas la médaille qu'ils voulaient, mais on voit le staff qui est heureux parce qu'ils savent tout le travail que ça a apporté. Toi, quand il y a une médaille comme ça dans un groupe ou une victoire dans un groupe que tu accompagnes, comment tu te sens ? Je me rends compte de tous les efforts que l'athlète a dû fournir pour en arriver là, et tous les passages qui ont été difficiles ou au contraire vraiment joyeux, quoi. Donc avant tout, je suis contente pour l'athlète parce qu'il le mérite. Et puis je suis aussi fière d'avoir pu à ma manière essayer de l'aider pour qu'il en soit là. Mais la victoire et tout revient à l'athlète, quoi, finalement. Mais c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte de toutes les étapes par lesquelles est passé l'athlète avant qu'il se retrouve sur ce podium, quoi. Okay. Ouais. Donc il y a ce petit quand même pincement d'émotion qui fait que tu te dis... bien sûr. Okay. Et pour terminer, pour conclure, moi j'aurais une question sur ta vision de l'évolution du sport sur ces dernières années. On est passé en plus entre deux par une période Covid et autres, mais est-ce que tu as vu des choses évoluer dans le sport, notamment en intervenant à l'INSEP sur les sportifs de haut niveau qui arrivent, on va dire la nouvelle génération. Est-ce que tu vois des évolutions dans le sport ou même dans les pathologies à traiter ou en tout cas dans la préparation? Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué? Est-ce que toi tu vois des choses changer
sur ces dernières années? Je pense qu'en étant à l'INSEP, on est quand même relativement privilégié, ne serait-ce que par les conditions et les infrastructures qui sont disponibles là-bas. Mais d'une manière générale, il y a beaucoup de choses qu'on prend en compte, ne serait-ce que par rapport à la préparation mentale et vraiment des choses qui entourent le sportif, mais avant qu'on considérait beaucoup moins, qui sont presque en dehors de l'entraînement et de la préparation physique pure et dure, mais vraiment l'état d'esprit général dans lequel est l'athlète. Donc je pense que ça, c'est en train d'évoluer dans le sens positif des choses, je pense. Après... j'ai pas trop de retours vis-à-vis de comment ça se passe dans les autres structures de haut niveau en France. J'espère que c'est pas uniquement à l'INSEP que ça évolue dans ce sens-là, mais vraiment au niveau national. Parce que je sais que dans certains secteurs, c'est un peu difficile de trouver ne serait-ce qu'un double projet ou de temps en temps, on se retrouve avec des jeunes qui sont très doués dans leur sport, mais là où ils habitent ou dans différentes régions, ils ont du mal à trouver un compromis entre leurs études et leur discipline. Donc, dans ce sens-là, j'espère que... Je me rends pas trop compte, mais j'espère que ça évoluera, en tout cas, dans la facilité d'accès à ce système de double projet. Peut-être que là, avec les Jeux Olympiques de 2024 qui arrivent, ça peut un peu booster cette dynamique de sport. Non, on va croiser les doigts effectivement pour que, parce que pour les jeunes pépites que j'ai reçus sur le podcast, effectivement, on se rend compte que le sport demande beaucoup et qu'à un moment ils se rendent compte aussi qu'en fonction des sports, j'ai une personne en kayak, une personne en judo, ils se rendent bien compte que Blandine effectivement sur le podcast, et ils se rendent bien compte les uns les autres, et Mehdi Ellis c'était pareil en escrime, que il faut bosser à côté pour gagner sa vie, parce que le jour où la carrière elle s'arrête, il n'y a plus rien. Donc oui, je te rejoins sur le fait de dire que le double projet, quand on est à l'INSEP, ça peut passer. Dès qu'on est en dehors, c'est plus complexe. Et c'est pour ça qu'on continue à dire que si les entreprises viennent financer, ça permet aussi à des plus petites fédérations, des fois quand il y a du sponsor, de pouvoir faire venir un kiné et d'éviter d'avoir des jeunes pépites qui se blessent parce qu'ils font, entre guillemets, je vais dire n'importe quoi ou autre. Donc voilà, au plus il y aura du professionnalisme, entre guillemets, dans le sport, au mieux ça sera. Ça, on est bien d'accord. Mais Blandine a un très bel exemple dans ce cursus. Ouais. Mais en même temps, Blandine a un très bel exemple. Et pour moi, je trouve que ce qui est difficile, c'est que c'est parce qu'elle a un gros caractère qu'elle a ce double cursus. Parce que je pense que certains auraient peut-être abandonné, ou en tout cas seraient partis vers autre chose. Et elle a du gros caractère, donc elle y va. Mais à quel sacrifice, pour moi, c'est beaucoup, quoi. Donc c'est pour ça qu'au plus Paris 2024 pourra aider à mettre en lumière ce que nécessite un sportif de haut niveau. Et notamment, encore une fois, les kinés et toutes les personnes qui sont dans le médical autour peuvent le dire que c'est des vraies machines de guerre pratiquement, pour certains, vu comme ils doivent s'entraîner, vu comme ils doivent solliciter leur corps toute la journée. Il y a vraiment beaucoup de besoins autour du sportif. Après, c'est difficile peut-être quand on n'est pas dans ce milieu-là et quand on ne baigne pas dans ce milieu-là, de se rendre compte des sacrifices que ça représente. Nous, on est peut-être plus conscients dans la mesure où on voit ça un peu quotidiennement. Oui. Donc on sait que de jour en jour, il y a des moments joyeux, d'autres moments où c'est compliqué, d'autres moments où on n'a pas forcément envie d'aller s'entraîner, on n'a pas envie forcément d'aller se lever le matin pour courir sous la pluie, ou... Enfin, bref, comme des gens ont pas envie de se lever pour aller au travail, c'est pas le même système. Hein. Et en fait, c'est un vrai effort sur tous les jours pour de temps en temps quelques secondes tous les 4 ans, quoi. Ouais, donc finalement, c'est quand même une pression incroyable à ce moment-là. Et je pense que dans tous les cas, il faut avoir du caractère pour se lancer dans un challenge pareil, quoi. C'est clair, je te rejoins à 200%. Avant de terminer, c'est quoi l'avenir pour toi ? Est-ce qu'il y a une grosse échéance avec une équipe ? Est-ce qu'il y a des choses particulières qui vont arriver, ou le quotidien déjà est préparer les athlètes pour, comme tu le disais, leurs futures échéances et Paris 2024 ?
Bah là, on est en plein dans la saison, donc moi, comme je te disais tout à l'heure, je me tiens informée de tout ce qui se passe en termes d'éventuelles lésions et essayer de prévenir tout ça. Et puis le gros de la saison va commencer, en ce qui me concerne, d'ici le printemps, quoi. Ouais. Donc là, pour le moment, on fait le travail en sous-marin et puis on verra si ça paye à la fin de à la fin de l'année, j'allais dire l'année scolaire, mais fin de la saison, au début de la saison, quoi. Ouais. Avant de terminer, vu que c'est ton podcast, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire que tu n'aurais pas eu l'occasion de dire dans ce podcast? Je dirais que j'ai la chance d'exercer un métier qui me passionne, et donc du coup, j'ai pas forcément l'impression toujours de travailler quand je suis finalement à mon travail. Donc ça, c'est top, et je le souhaite à tout le monde. Après, ça peut avoir un peu des inconvénients de temps en temps parce que c'est difficile de trouver un peu du temps pour soi et pour ses proches. Mais bon, l'idée, c'est de faire progresser tout le monde, aussi bien les athlètes, les patients, moi-même, et tirer tout le monde vers le haut. Et je pense que en restant tous bienveillants les uns envers les autres, c'est ce qu'il faut retenir. Ok. Eh ben écoute, Agathe, merci beaucoup. On a tenu le délai, on a été bon dans le timing, donc c'est très bien. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation, de m'avoir reçu à l'école de kinésithérapie de Paris, et merci donc à l'école de nous avoir prêté un petit local pour qu'on puisse échanger ensemble. L'idée, c'était de mettre encore une fois en avant, puisque le podcast c'est parler de tous les sports et de tout ce qui tourne autour du sport. Et pour moi, la partie santé, elle est primordiale, et la plupart du temps, on parle du sportif et on n'en entend pas toujours parler, donc c'était la volonté de mettre en avant la partie aussi médicale. Donc merci à toi d'avoir accepté mon invitation et de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Au plaisir. Et voilà, c'est le coup de sifflet final, fin de l'épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange, et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou mettez 5 étoiles sur Spotify. Ça aide à faire connaître le podcast. Vous aimez les podcasts ? Découvrez Allez Vas-y, notre podcast qui met en avant les personnes qui passent à l'action. Et n'oubliez pas, allez jeter un œil sur notre nouveau projet, Votre histoire est un cadeau, sur Instagram ou Facebook. Je vous donne rendez-vous vendredi matin pour un prochain épisode de Tout un sport, et à très vite sur nos réseaux sociaux.